ça. Dear viewers, dear followers, good afternoon. President Christian Pendai Gokar, good afternoon. Good afternoon, assalamu alaikum. Malikum salam. Alhamdulillah. Je vois que c'est vraiment l'ambiance. Ah, c'est l'ambiance. Comment vous allez, Président? Comment est-ce que vous avez passé la semaine? Très bien, très bien. Malgré les nouvelles vraiment désastreuses concernant la Covid, n'est-ce pas? J'espère qu'on va en parler tout à l'heure. Oui, je crois qu'on va l'évoquer tout à l'heure. Ouais. Voilà. Président, dans notre édition d'aujourd'hui, je rappelle que nous sommes le 27 mars 2021, nous allons aborder la question du leadership à travers un thème très évocateur. Leadership, State and Society, the case of the bankruptcy of the Biya regime. Leadership, État et société, le cas de la faillite du régime Biya. So, before gearing towards our main topic, I would like us to make a kind of break on two major events that occur in West and Central Africa these last days. Okay. I mean, I was talking about the presidential elections in Niger and Congo-Brazzaville. Two countries, two realities. What is your comment about that, sir? Okay, let me say one thing. I just want to make two caveats about our talking. Okay, we raised over the last year, we raised many issues, and sometimes people can find it redundant, but they are not redundant because they are critical issues, they are major issues that, as Latin used to say, repetitio mater scientia est. The repetition is the mother of science. The repetition is the mother of science. We need to repeat those issues because they are like when you go through a science, engineering science, you have what is called basic concept, fundamental concept, without which you will not grasp, really, you will surface the knowledge, but you will not grasp, the real foundations of the knowledge. And then you will not be able to fly on your own. Alors, c'est important que je le dise en français. J'ai deux caveats mises en garde, deux avertissements à faire. C'est que, premièrement, les gens peuvent avoir l'impression, à certains moments, qu'on fait de la redondance et des redites. Mais je tiens à dire que c'est pas redondant, c'est pas des redites. C'est comme lorsque vous êtes dans une science, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Et souvent, il faut revenir sur ces fondamentaux. Parce que si vous ne comprenez pas ces fondamentaux, vous serez en train de croire avoir compris, n'est-ce pas, la science, mais en fait, vous serez en train de surfer sans comprendre les fondamentaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, vous voyez, certains sujets, on va revenir, parce qu'en fait, quand nous les avons abordés, dès les premiers, c'est-à-dire il y a pratiquement 12 mois,
vous pouvez avoir l'impression aujourd'hui qu'on revient là-dessus. Mais non, ce sont les fondamentaux. Ce sont ces fondamentaux, n'est-ce pas, qui expliquent les différents sujets dont vous aborderez les questions aujourd'hui, ou alors les différents volets, les différents domaines que vous aborderez aujourd'hui, ou bien les causes de cela. The second caveat is about our topics. They are non-partisan. They are non-partisan. We are not here to defend any political party. We are non-partisan because we consider that there are so many issues in Cameroon, economic and social issues, that are really pre-partisan. And we need to address those issues not from the perspective of partisanship, not from the perspective of a political party, so that anyone can understand it, no matter your religion, regardless of your religion, regardless of your political party, regardless of your your ethnicity and so on and so forth, your community and so on and so forth. Those questions concern the citizens, they are concerned the citizens. So we are addressing like citizenship. Donc, la deuxième mise en garde concerne le fait que nos débats que nous abordons ici, ce sont des débats non partisans. Parce que les sujets que nous abordons, ce sont des sujets de notre société. Et qui sont pré-partisans. It's about our society. And from this point of view, they are not partisan. Donc nous n'abordons pas les sujets comme partisans, n'est-ce pas? Nous abordons ces sujets parce que ce sont des sujets qui concernent nos compatriotes. Que tu sois de Katban, dans la route Sanaga, que tu sois d'Ambam, dans la vallée du Kem, exactement. De Campo, n'est-ce pas, de Bafoussam, enfin, pour tous ceux qui résident dans ces coins-là, ces sujets les concernent, leur vécu. Parce qu'en fait, on se pose la question, pourquoi ils n'arrivent pas à vivre décemment, économiquement et socialement? Pourquoi ils n'arrivent pas à être heureux, tu vois? Et lorsque nous adressons ces questions, il n'y a pas de sujet partisan. Nous sommes là pour poser des problèmes et pour trouver des solutions à ces problèmes. Je voulais faire cette mise en garde dès le début de notre conversation, avant de revenir donc à vos questions. Oui. La première intervention, je vais simplement la rappeler, c'est que nous avons une actualité ces derniers jours assez intense d'un point de vue élection en Afrique. Et je voulais m'appuyer sur deux cas, celui du Niger, où il y a une passation de pouvoir plus ou moins pacifique, et puis il y a l'élection au Congo-Brazzaville, où le président Sassou Nguesso rempile, avec un score, il ne serait pas excessif de dire un score à la russe. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une très bonne question. Alors, vous voyez, là, je vais encore revenir là-dessus. Vous savez, dès nos premiers talks, je parlais des institutions inclusives, c'est-à-dire des institutions qui concernent tout le monde, n'est-ce pas, des institutions politiques. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez cette question leadership, État et société, l'État étant l'ensemble des institutions, n'est-ce pas, qui les composent. Ces institutions peuvent être inclusives, c'est-à-dire écouter, avoir la préoccupation de toutes les sensibilités de la société. Et d'autres institutions qui sont vraiment exclusives, parce que ce sont des institutions qui sont prédatrices, des institutions qui sont rentières, qui, en fait, bâtissent la société pour le bonheur d'une infime minorité, mais pas pour le grand nombre. Et il est très important de construire des institutions pour écouter la voix de tout le monde. Le président Biden a dit quelque chose de très important il y a quelques jours, en disant que le conflit aujourd'hui n'est plus tant entre le communisme et le capitalisme, mais davantage entre la démocratie et l'autocratie. La démocratie, c'est-à-dire l'expression des libertés, l'expression plurielle des opinions, et l'autocratie. Et qu'est-ce que vous avez dans les deux systèmes? Vous avez dans le cas du Congo un leader qui en fait est, on va dire, l'archétype même de l'autocratie. Et quand ce combat-là aujourd'hui qui est donc entre la démocratie, n'est-ce pas, et l'autocratie. Et qu'est-ce que vous voyez à travers Sassou Nguesso? C'est l'emblème
même de l'autocratie. Nous parlerons de Biya tout à l'heure, Tout à fait. dans la même veine. Vous voyez? Et de l'autre côté, un leader, Issoufou, qui aurait pu être dans cette veine. S'il était dans la veine de l'autocratie, naturellement, il créerait des institutions telles que, n'est-ce pas, il ne puisse pas partir. C'est facile, dans un contexte de pauvreté, de précarité, que les gens utilisent les moyens de l'État pour corrompre les gens, pour se maintenir au pouvoir. Vous voyez, c'est ça, je voudrais que ces deux choses-là puissent être distinguées, c'est ma réponse à cela. Président, à l'occasion des tristes événements de Ngabo puis de Kumba, bien plus tard, vous avez fait une adresse à la hiérarchie militaire camerounaise. Quel était le sens de l'interpellation que vous faisiez à l'époque? Le sens de l'interpellation, c'était, je rappelais que cette phrase d'un homme d'État français, qui disait, Georges Clemenceau, qui disait que la guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier aux seuls militaires. Et je rappelais dans ce contexte le rôle de l'armée. Et je disais, dans la stratégie militaire, on n'enseigne pas que le feu, ou l'utilisation du feu. L'une des choses qu'on enseigne dans la stratégie militaire, la première chose en cas d'un conflit, c'est de pouvoir le gagner sans tirer un coup de feu. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est-à-dire que les militaires ne sont pas toujours obligés de dire que la première solution à un conflit, c'est le feu. Dans les écoles de guerre, on leur apprend justement la diplomatie et d'autres cours ainsi de ce genre, pour dire que par la négociation, vous pouvez aussi gagner une guerre. Généralement, le feu est même, n'est-ce pas, le moyen de dernier recours. Je me souviens Mao Zedong, qui était plutôt un dur, mais qui, avant d'engager une guerre, était si préoccupé par la guerre qu'il faisait tout pour éviter la guerre. Parce qu'il se rendait compte que la guerre a un coût économique et social qui est extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà quelqu'un comme Mao Zedong qui était plutôt réputé un dur, qui faisait tout pour éviter les guerres, s'il en avait la possibilité. C'était pour dire quoi? Pour dire que dans le conflit du Nozo, les militaires qui étaient autour du chef de l'État, c'est-à-dire un chef politique, auraient pu faire pression sur lui pour éviter la solution militaire. Parce qu'on sait de tout temps que la solution militaire, d'abord, ne gagne pas une guerre, n'est-ce pas? Elle est coûteuse économiquement et socialement. Et quand je dis socialement, j'entends bien humainement également. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Elle ne résout pas l'origine de la crise. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand un général, les officiers supérieurs de l'armée étaient face à la crise telle qu'est la crise anglophone, n'est-ce pas, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils auraient pu préconiser plutôt la solution de négociation, c'est-à-dire la solution politique. C'est pour ça que je les interpellais et je continue à les interpeller. Sauf si, comme d'habitude, ils ont déjà trouvé, n'est-ce pas, intérêt à cette guerre. C'est-à-dire s'ils en ont fait un fonds de commerce pour gagner de l'argent. C'est pour ça que justement le politique aussi doit être très vigilant pour dire que ce n'est pas la guerre que le politique doit promouvoir en premier. D'où la phrase de Clemenceau. La guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier aux seuls militaires. Nous aurions dû déjà régler ce problème du nord-ouest et du sud-ouest depuis 5 ans. Vous savez, l'article que j'ai écrit en janvier 2017, oui, n'est-ce pas, sur cette guerre, je disais la crise anglophone, une opportunité historique pour bâtir des institutions et un leadership inclusif. Vous voyez que j'étais dans la solution politique. Tout à fait. Je n'étais pas dans la solution quand je parlais du dialogue inclusif là-dedans, quand je parlais du fédéralisme là-dedans, je n'ai jamais utilisé les armes là-dedans. J'étais dans un truc inclusif. Et tous les officiers supérieurs du monde le savent. Leadership, État et société, le cas de la faillite du régime Biya. Vous faites là un constat fort, Président.
Écoutez, Serge, ce n'est pas un constat fort. Je vais vous dire, c'est plutôt un drame. Et ça doit être un drame pour M. Biya lui-même. Parce qu'on dit quoi? On dit le leadership est la cause, tout le reste est effet. The leadership is the cause, everything else is the effect. Il y a 30 ans, quel est le rêve et l'ambition de M. Biya? Il exprime au travers d'une chaîne de télévision française, je crois que c'était Yves Mourouzi qui l'interviewait, il y a 30 ans, il dit « Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme du président qui aura apporté à ses compatriotes la démocratie et la prospérité. » Aujourd'hui, vous voyez bien l'écart qu'il y a entre ce rêve, cette ambition, et la société camerounaise. Du point de vue de la prospérité, c'est plutôt la précarité, la misère, tous les indicateurs sont là. Du point de vue de la démocratie, c'est plutôt l'étouffement des libertés. Mais, lorsque j'ai dit cela, je donne le bénéfice de doute à M. Biya. Parce que je crois que quand il le disait il y a une trentaine d'années, il voulait vraiment le faire. Il le croyait certainement. Il voulait le faire, donc je ne parle pas d'elle. Mais c'est là où vous voyez que, mais ici est mal pris. Si c'est ce qu'il voulait, il a construit les mauvaises institutions. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'une fois que vous avez projeté votre ambition, il faut encore créer l'architecture institutionnelle, c'est-à-dire le genre d'État qui va vous permettre d'y arriver. Vous voyez ça? Tout à fait. Et exercer le leadership, c'est ça d'abord votre premier travail en tant que leader. J'exprime une ambition et je crée l'architecture institutionnelle. Si vous étiez dans une entreprise, commerciale, on dirait, je crée le type d'organisation qui va me permettre d'atteindre la mission que je me suis fixée pour mon entreprise. Si vous étiez dans une entreprise commerciale, si vous avez un mission statement, il a fait là ce qu'on appelle mission statement. Déclaration de mission. Exactly. I would like to be recorded by history as the president who had brought prosperity and democracy to his compatriots. Ça, c'était son statement of mission. Ça, c'était, on va dire, son vœu, n'est-ce pas, au plus profond de lui-même, c'est ce que je crois. Ensuite, de manière générale, et vous le savez, quand j'insiste tellement sur l'organisation, le théorie des organisations, qu'il vous faut créer une organisation qui vous permet d'y arriver. Vous pouvez alors à ce moment-là, s'il créait des institutions, s'il lui créait des institutions qui soient des institutions inclusives, c'est-à-dire des institutions qui soient beaucoup plus proches des populations, des institutions qui permettent aux régions, n'est-ce pas, aux communautés, aux individus de s'épanouir, parce que ça commence par là, il aurait créé des institutions appropriées. C'est pour ça que je parle souvent des institutions de type fédéral. Il a fait tout l'inverse. Je suis en train d'expliquer l'échec de M. Biya. Je ne suis pas en train de... Ce n'est pas un problème de personne. C'est-à-dire, il a fait les institutions qui ne lui permettaient pas de réaliser son rêve. Il a plutôt créé des institutions fermées, monolithiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et des institutions extractives dans le langage que nous utilisons. C'est-à-dire des institutions de rente qui tournent au bénéfice d'une infime minorité, mais non plus au bénéfice du plus grand nombre. C'est ça le premier tort. La question de leadership, vous voyez maintenant, comme leader, pour devenir encore plus précis, le leadership fixe le cap et donc les orientations. Il fixe le cap et donc les orientations. Il anticipe, il prévient. Vous voyez ce que je veux dire? Il anticipe, il prévient. Il évite de subir le cours des choses. Or, vous vous en rendez compte que tout au long des 40 dernières années, tout au long des 4 décennies, la société camerounaise n'a fait que subir les événements, subir le cours des événements au lieu de les déterminer. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Mais le rôle du leadership en tant que tel est bien de pouvoir, n'est-ce pas, donner le cap, donner l'orientation, rendre visibles les orientations où on est en train d'aller. C'est pour ça que Sénèque disait, il n'y a point de vent favorable
pour celui qui ne sait où il va. Lorsque les vents sont en train de souffler et vous êtes en mer, si vous ne connaissez pas votre direction, vous ne pourrez jamais, si vous avez de vos voiles, vous ne savez jamais ouvrir les voiles. Dans quel sens vous allez ouvrir les voiles? Parce que vous ne saurez jamais si ce vent vous est favorable ou non. C'est pour ça qu'il le disait. Et je vais être très précis là-dedans. Dans la situation où nous sommes aujourd'hui, si, en toute humilité, même si on était un parti unique, ou bien le multipartisanisme, si on peut l'appeler ainsi, même si on était un parti unique, je demanderais à Jacques, enfin même Dongo Jacques, mais est-ce que toi tu vois clair dans l'affaire là? Où est-ce qu'on est en train d'aller? S'il peut me répondre, et je serai rassuré. Je demanderai à Grégoire, est-ce que tu vois clair? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Si Grégoire peut me répondre, je serai rassuré. À la limite, Ferdinand Bongo, je lui demanderai, est-ce que vous voyez bien où on est en train, là où on est là? Oui. Et où le Premier ministre, est-ce que vous voyez où on est? Oui, ça n'a rien à voir de personnel. Parce que c'est comme un bateau dans lequel vous êtes, qui est dans la tourmente, et vous n'avez pas de visibilité. Hein? Ça crée une trop grande confusion, et cette insécurité, ça crée une insécurité, et cette insécurité engendre l'incertitude, cette incertitude engendre le risque, et ce risque devient dissuasif et même conduit à des comportements hasardeux, c'est-à-dire des comportements dangereux. Vous voyez, c'est pourquoi le leadership est important. Ensuite, vous avez aujourd'hui une situation au Cameroun qui est le résultat d'un leadership. C'est-à-dire que l'État semble ne plus compter pour les Camerounais. C'est-à-dire que l'État n'existe plus. Pour les Camerounais, l'État n'existe plus. Et par ricochet, le chef d'État. Les Camerounais sont maintenant dans la débrouille, sont dans la débrouillardise. Ils ont mis l'État de côté pour se débrouiller. Vous voyez bien des gens qui se débrouillent chaque jour, et ils compensent l'absence de l'État par de multiples ndiangis. Ils sont dans un ndiangi pour l'école de l'enfant, dans un ndiangi pour la maladie, dans un ndiangi que vous voyez. C'est-à-dire, vous voyez bien comment ils compensent l'absence de l'État. Et quand vous venez leur parler de l'État, ils vous disent que mais quel État? Ils ont, they have factored out the state. Alors, je vais vous donner un cas précis. J'ai eu des discussions un jour, assez récemment, avec des gens proches du régime, de la sécurité. Et ils me sortent quelque chose comme ça, que le pays peut fonctionner, tourner avec un logiciel, à condition que le Camerounais soit responsable. Je leur dis que c'est extraordinaire ce que vous dites. Les parents camerounais, dont vous-même, ont toujours exercé leurs responsabilités. Parce qu'ils me disent que les Camerounais, l'État du pays peut tourner avec un logiciel, ils n'ont pas besoin d'un chef avec un bâton, et ainsi de suite. J'ai dit, soit, je vous le retourne. Les parents camerounais ont été très responsables jusqu'à présent. Vous y compris. On n'a pas eu de bâton pour que les parents, ils n'ont pas eu besoin de bâton pour que les parents envoient les enfants à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une fois que l'enfant, après avoir péniblement assuré l'éducation de l'enfant, comme les Camerounais savent le faire, une fois que cela est fait, il y a un certain nombre de domaines que ces parents attendent également de l'État. Les parents attendent de l'État une économie qui tourne, qui permet de créer des emplois, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour les enfants qu'ils ont formés, à la peine. Ils attendent de trouver des infrastructures qui marchent, les routes, chemins de fer, les infrastructures aériennes. Et aujourd'hui, une infrastructure essentielle, ne l'oublions pas, l'Internet. Une infrastructure essentielle, si nous voulons faire partie du monde de demain, c'est une infrastructure Internet qui fonctionne. Je suis obligé d'insister là-dessus que dans le monde d'aujourd'hui, Internet est une infrastructure essentielle. Naturellement, ils ont besoin de trouver une électricité qui fonctionne, qui est régulière, pas des coupures qu'on a, de l'eau potable et ainsi de suite. Ils ont besoin d'avoir des politiques publiques, n'est-ce pas, qui fonctionnent par rapport aux politiques économiques,
aux politiques monétaires, aux politiques de crédit, un climat d'investissement. Ce n'est plus vous, en tant que parent, qui allez créer le climat d'investissement, la politique fiscale, n'est-ce pas, la politique douanière, et ainsi de suite. C'est là où ils ont compris qu'en fait, il y a une limite à ce que la société peut faire en tant que société, y compris avec des gens responsables, des citoyens responsables, mais qu'à ce niveau-là, il y a un autre niveau où c'est l'État qui doit prendre le relais. Et à ce moment, on a besoin d'un État compétent et d'un chef d'État compétent et responsable à la tête de cet État. Mais lorsque vous vous rendez compte que l'État est maintenant, qui doit être, est absent, et vous aurez beaucoup d'occasions, peut-être probablement tout à l'heure pour qu'on le voit, et son chef est également absent, là ça devient problématique. Parce que le chef doit être là, en permanence, pour rassurer, pour donner des orientations, pour tenir. Mais s'il est absent, ça ne marche plus parce que, en fait, c'est comme un chef d'orchestre. Les gens ne le savent pas. Je suis sûr que les Africains se posent souvent la question, ce monsieur qui est devant et qui a l'air de diriger un orchestre, lui ne jouant d'aucun instrument, souvent les Africains se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Il se demande qu'est-ce que c'est parce qu'il ne s'intéresse qu'à ceux qui jouent d'un certain nombre d'instruments. Malheureusement, vous allez tout vous rendre compte que ces chefs d'orchestre, ils sont très peu nombreux dans le monde. Ça vous montre déjà la nature sélective de cette fonction. Et que quand on présente un orchestre philharmonique ou la position d'un orchestre philharmonique, on vous dit, l'orchestre philharmonique de Berlin s'est produite sous la direction, par exemple, de Bernstein. On ne vous cite pas tous les musiciens qu'il y avait là. Ils sont cités, mais alors vous allez les retrouver en bas. Mais on vous dit sous la direction de Bernstein ou de von Karajan. Vous voyez, c'est ça qu'on cite. Pour vous dire l'importance du chef d'orchestre. Mais à un moment donné, au niveau de notre pays, on a voulu nous faire comprendre que, parce que c'était ça, que l'orchestre peut tourner sans chef d'orchestre. Without a conductor. That orchestra can go without a conductor. Which is very dangerous. Ce qui est absolument fallacieux. Et ce qui est absolument wrong. Un orchestre ne peut pas tourner comme une société. Une société ne peut pas tourner sans État et sans chef d'État. Or, ce que vous avez fait ici, c'est la débrouillardise. On a voulu nous faire comprendre que, parce que l'observation que vous avez là, qu'un pays peut tourner avec un logiciel, à condition que les gens soient responsables, ça revient à dire qu'au fond, nous pouvons être là sans chef d'État. C'est fondamentalement faux. Et c'est ça qui conduit le Cameroun à ça, parce qu'en fait, nous avons un chef d'État qui lui, si vous regardez bien, il s'est extrait de toutes les contraintes de sa fonction. Je répète, il s'est extrait de toutes les contraintes de sa fonction. Au point où les gens les plus inquiets, moi je veux dire en toute sincérité, souvent je me demande comment les Ferdinand Ngongo font. Je me demande comment les Jacques Ngongo font, comment les Grégoire font, comment les Nkwete font dans le parti. C'est quelqu'un qui s'extrait, parce que c'est une véritable responsabilité. Cette fonction de chef d'État est une véritable responsabilité. De toute façon, vous le voyez dans tous les autres pays qui fonctionnent. Aujourd'hui, c'est Biden. Vous voyez bien que Biden a réorienté la politique étrangère des États-Unis. Vous voyez bien que Biden a adopté une autre politique face à la COVID-19. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comment, je ne parle pas de Macron, qui sont là tous les jours, comme Biden d'ailleurs, en dépit de son âge. Il doit être présent. Il a voulu être chef d'État. N'est-ce pas, président des États-Unis, il doit assumer sa fonction avec toutes ses contraintes. Et nous, on est dans une situation où quelqu'un s'est extrait, n'est-ce pas, des contraintes de sa fonction, où, quand vous voyez par exemple que la Coupe d'Afrique, la Coupe du Cameroun était à date fixe, il a rendu mobile, c'est-à-dire en fonction de lui-même. Comprenez ce que je veux dire? Il a rendu mobile. C'est-à-dire qu'il s'est extrait de ça à rendre ça mobile. Le commissaire pastoral, qui se tenait selon une fréquence tous les 2 ans, allez hop, ça n'existe plus, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il a encore fait sauter cette contrainte. Le Conseil des ministres ne se tient pas, il a fait sauter cette contrainte. Mais moi, j'aimerais me mettre à la place de ses collaborateurs. Ce serait clairement invivable. Je ne suis pas à leur place, mais j'imagine que ça doit être invivable. Comprenez ce que je dis? Je suis dans le leadership. Je ne suis pas dans un problème de personne. C'est mon métier, c'est les organisations, et comment est-ce que les organisations peuvent être performantes, comment les pays peuvent être performants.
Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, c'est ce que j'analyse froidement, en dehors de toute logique partisane. Comprenez ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Président, vous avez planté le décor, hein, et on perçoit mieux ce que vous dites. Mais est-ce que pour des besoins de compréhension beaucoup plus pratiques pour nos viewers, est-ce qu'il serait possible, quand nous appuyons sur des exemples de tous les jours, que vous illustriez un peu ce déficit de leadership, cette faillite de leadership? Prenons par exemple la gestion de la Covid-19. Comment est-ce que vous traduirez cette absence de leadership dans la gestion de cette crise-là? Mais vous voyez déjà l'absence d'anticipation. Vous voyez? C'est-à-dire que regardez comment on suit. À un moment donné, on aurait dû prendre des mesures. Par exemple, pour l'arrivée au Cameroun, on aurait dû prendre des mesures, comme les autres pays ont pris des mesures en fermant les barrières, en fermant les frontières. Parce qu'en fait, on voyait comment les gens venaient de l'extérieur et puis ça augmentait la propagation de la Covid, surtout de la deuxième vague. On aurait dû prendre des mesures, d'accord? Ne serait-ce que pour ça, les mesures de lockdown. On n'a pas pris. Vous savez à quel moment on a commencé à dire qu'il ne faut plus faire les fêtes? C'est-à-dire les regroupements ensemble. Après, on avait déjà joué la canne, on avait déjà fait le Fali Poupa, le concert, on avait déjà fait plein d'autres choses comme ça. Et on se rend compte que, et là on commence à voir, parmi même, on va dire quoi, les dirigeantes qui commencent à voir qu'en fait il y a les morts, c'est-à-dire voir les morts, ils constatent. C'est à peine des mesures pour commencer à dire que oui, il ne faut plus les rassemblements, il faut pas. Alors que, par anticipation, je dis que le leadership, c'est anticiper. C'est anticiper, c'est prévenir. Vous observez là que ça n'a pas été fait. Vous observez également que, par exemple, pour une diplomatie absente, la diplomatie absente, si vous êtes une diplomatie présente, les pays qui sont là, vous commencez à travailler pour que vous preniez les devants. Parce que vous savez qu'il y a un problème de vaccin, il est présent. Le chef est présent, il est dans la diplomatie, il s'exprime, n'est-ce pas? Et on vous voit. Lorsqu'on doit assister à un pays, on le voit. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et vous avez aujourd'hui, dans la situation sanitaire du Cameroun, vous avez même un déficit des tests. Vous avez un déficit des tests, un déficit des réactifs, n'est-ce pas? Clairement, vous l'avez. Ça, c'est des trucs concrets, non? C'est-à-dire, au moment où on doit faire les tests PCR, vous allez à des structures, on vous dit qu'il n'y a plus de tests. On vous dit à certains moments qu'il n'y a plus de réactifs. Comment vous pouvez faire ça? Vous voyez, ça, c'est un cas absolument concret. On vous dit qu'il n'y a plus de réactifs. On vous dit qu'il n'y a plus de tests. Vous comprenez? Vous allez à Orca est débordé. Vous comprenez? Voilà, des situations qui sont très précises. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, les gens qui sont atteints, par exemple, de la Covid, préfèrent rester chez eux. Parce qu'ils considèrent que les structures publiques qui sont là sont des mouroirs. Un déficit de confiance. Oui, les structures publiques qui sont là sont des mouroirs. Non seulement déficit de confiance en raison d'une réalité. Parce qu'ils voient que si vous allez à Orca, ils regardent comment les gens sortent de là, et puis bon, ça devient des mouroirs. Tu vois, donc ils préfèrent rester chez eux. Il y a un déficit de confiance, tel que vous l'avez dit, déficit de confiance dans les structures publiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est concret. Ça, c'est un exemple concret de ce qui se passe. J'ai dit, quand il manque déjà les tests, c'est extraordinaire. Quand il manque des réactifs, c'est extraordinaire. Parce qu'au début, on a voulu en faire une histoire de business. Les gens ont commencé à jouer le ministère de la Santé. On prend des sous-traitants privés. On fait ceci, on fait cela. Mais sans que cette histoire soit prise au sérieux au niveau du leadership. C'est la tête. C'est une affaire sérieuse. C'est comme la guerre. C'est une guerre. Mais je vous dis que Clémenceau dit la guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier au sein militaire. Les gens ont commencé à vous dire, aujourd'hui Biden dit que avant la guerre économique et tout ça, il faut qu'on gagne la guerre contre la Covid. Macron a dit qu'il faut qu'on gagne la guerre contre la Covid. C'est une véritable guerre. Il faut absolument qu'on voit le feu pour qu'on croit qu'il y a la guerre. Non, c'est une véritable guerre parce que ça a bien les effets d'une guerre. Ça tue les gens, ça tue les Camerounais. Donc si ça tue les gens, ça tue les Camerounais. L'armée est là, parce que tout à l'heure j'ai oublié même de vous dire, l'armée est censée protéger les populations. L'armée n'est pas censée tirer sur les populations, ça c'est un des objectifs.
Quand vous voyez déjà une armée qui est déjà en train de tirer sur la population, elle n'est même plus dans son rôle, par rapport à la question de tout à l'heure. Mais l'exemple de la Covid est un des exemples tout à fait concrets de cela. La CAN 2019, on a tout le temps subi les événements. On va la jouer certainement en janvier 2022, mais en matière de performance, c'est par hasard tout à l'heure. On a subi les événements. On a subi totalement les événements, on n'a pas anticipé, on n'a pas programmé, on n'a pas planifié. Aujourd'hui, demain, on va la jouer en 2022, ok, très bien. Vous voyez ce que vous auriez eu, en fait, une sorte de retard de 3 à 4 ans pour parfaire les infrastructures, sans qu'on soit d'ailleurs sur la question parfaite. Voilà. Président, toujours dans cette logique de déficit de leadership, intéressons-nous un peu à la question énergétique au Cameroun. J'ai été très surpris en parcourant un peu votre bibliothèque très riche, de tomber sur l'atlas du potentiel hydroélectrique du Cameroun. Oui. J'ai été choqué de voir que cet ouvrage a été préfacé par le président du Sénat, M. Niat, en 1983. À l'époque, il était directeur général de la SONEL. Tout à fait. Et cet ouvrage de référence, en fait, prévient de ce que nous vivons aujourd'hui. Donne les pistes. Mais comment on fait, Président, pour avoir cette situation alors qu'on l'a vu venir depuis, alors qu'on y a travaillé depuis? Donc, déjà, le plus marrant, c'est, quand vous dites, cet atlas est publié en 83, mais on commence les études 5 ans avant. Oui. Déjà, je vais vous demander, enfin, je ne vais pas vous demander, mais je vais vous dire, essayez de voir votre âge en 83. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, qu'on a déjà classé 40 ans. Oui, 40 ans, absolument, 40 ans, absolument. Il y a 40 ans. Qu'on a déjà classé, il y a 40 ans, les ouvrages à moins de coûts et les barrages les plus productifs. On les a déjà classés. Ce que vous allez remarquer, c'est que Mbélé n'est pas dedans. Mekim n'est pas dedans. Mekim n'est pas dedans. Ça, c'est donc quoi? Qu'est-ce qui amène ça? L'électricité n'est pas produite pour une région ou un individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électricité de Mekim ne favorise pas le Sud. C'est les gens qui ont voulu faire ça, comme si, en faisant Mbélé, on était en train de favoriser le Sud. Non, nous sommes un réseau interconnecté. Nous sommes un réseau interconnecté, celui du Sud, c'est le réseau interconnecté Sud. Donc l'électricité qui vient de Son-Loulou, n'est-ce pas, et l'électricité qui vient d'EDA sont injectées dans un réseau interconnecté qui vient jusqu'à Yaoundé, qui va un peu partout au Cameroun. Et ensuite, vous avez un réseau interconnecté Est et vous avez le réseau interconnecté Nord. Et tous ces réseaux peuvent être connectés. Bon. Donc, ce n'est pas l'endroit où vous allez le faire. C'est-à-dire que s'ils suivaient cette question, ils ont pris ça comme à travers une lorgnette politique, qu'on va faire Mbélé. Comme s'il faut qu'on fasse l'électricité chez nous. Non! L'électricité qui est produite dans ce barrage, n'est-ce pas, n'est pas pour le Sud, c'est pour tout le Cameroun. Vous comprenez? Mais Mbélé n'est pas dans la classification des barrages à moins de coûts. Mekin, n'en parlons pas. Je vous ai dit Mekin. En 2011, Mekin, c'est 15 mégawatts pour 25 milliards. Regardez, le ministère de l'économie, M. Moutazé est là, ministre de l'économie et du plan. Mekin, 15 mégawatts pour 25 milliards. Aujourd'hui, Mekin n'est même pas mis en service. C'est-à-dire 10 ans après. Mekin n'est même pas mis en service. Et le budget a complètement flambé. Ces 100 milliards, je ne m'en tire pas loin. Vous comprenez? C'est-à-dire que le coût d'investissement au mégawatt a plus que quadruplé. C'est ça les politiques publiques. C'est ça des dirigeants responsables. Je dis non. On ne prend pas ça du point de vue, on ne prend pas ça. Parce que je dis, ça n'a eu aucun impact sur le Sud. Aucun. Moi, je dis, il y a des choses qu'on doit faire pour le pays, pour que au Sud, les gens vivent convenablement, pour qu'il n'y ait plus de misère, pour que chaque individu puisse vivre au Sud décemment, donc, ou que ce soit au centre. Parce que les gens qui veulent nous prendre ce problème de ce côté, je dis non. Je n'accepte pas qu'il n'y ait pas d'eau potable à mon atelier. Je n'accepte pas qu'il n'y ait pas d'eau potable à quelques encablures de Yaoundé. Je n'accepte pas qu'il n'y ait pas d'eau potable à Obara. À partir de ce moment, je crée des institutions politiques qui sont différentes, qui font que, lorsque je crée une région,
n'est-ce pas, à un endroit. Parce que la capitale est Yaoundé. Non, dans le cadre d'une fédération, c'est une petite capitale qui se retrouvait quelque part, mais la région du centre retrouverait sa plénitude. Et les gens, à ce moment-là, ceux qui gouvernent Yaoundé, n'est-ce pas, à partir d'une base d'élection, comprendront les priorités de Yaoundé. Verront que l'eau potable est une priorité à Yaoundé, que l'électricité est une priorité à Yaoundé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Nous ne raisonnerons pas tel qu'on veut nous faire raisonner. Non, 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 ce raisonnement ne tient pas la route. De la même manière, quand vous voyez qu'on me dit que 3 bébés meurent au nord dans des couveuses à cause d'une interruption d'électricité, alors que je sais qu'en 79-80, je travaillais dans la vallée de la Benoué pour faire un projet agro-sucrier là-bas. À ce moment-là, j'étais à la SNI. Je commençais déjà ma carrière en 79. Et je venais démissionner, comme je vous dis, des chemins de fer pour aller à la SNI. À ce moment, les Chinois sont en train de faire un barrage, terminer le barrage de l'Ado, qui a 4 turbines, 18 MW chacune. Ça fait 72 MW. Et en 80, il y avait la mise en service de ce barrage. Déjà au niveau du barrage, il y avait de l'eau, on peut faire du poisson, la pêche, et ainsi de suite. Mais ce barrage avait également 2 sorties d'irrigation pour l'irrigation des berges de la Benue. On va me dire qu'on fait la vedette, mais je tiens à ce que ce soit précisé. Aujourd'hui, des enfants, des bébés meurent des couveuses parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a qu'une seule turbine qui marche. Mais si c'est, je veux dire, si c'est une région du Nord autonome, une région de la Damadoua autonome, avec des gouverneurs qui ne sont pas des gouverneurs élus, pas qui ne dépendent pas de quelqu'un à Yaoundé. Comprenez ce que je veux dire? Ou des présidents de régions qui ne dépendent pas de quelqu'un à Yaoundé. Avec la région de l'extrême nord, dans la même architecture, ces trois régions se mettront ensemble pour comprendre la priorité, l'importance de réhabiliter le barrage de l'Alto. Pas seulement en réparant les 3 turbines, mais en les remplaçant avec des turbines modernes, qui sont en fait des turbines, numériques, qui fonctionnent de manière moderne. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le feraient parce qu'ils y verraient leur intérêt prioritaire. Et le réseau de transmission, ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau interconnecté Nord, n'aurait pas que ça. Le réseau interconnecté Nord serait beaucoup plus riche. Il irait jusqu'au Tchad. Il irait probablement dans une partie du Nigeria. Parce que ce serait leur priorité. Mais ça ne peut pas être la priorité de quelqu'un qui est assis à Yaoundé, n'est-ce pas? Qui se dit que moi, je fais mon beurre à partir de Eneo, ici, là, travaillant sur EDA, travaillant sur son loulou, travaillant sur Gribi, c'est-à-dire la centrale thermique de Gribi, et ainsi de suite. Non. Vous voyez comment rien que le dispositif institutionnel, l'architecture institutionnelle est en corrélation avec le développement économique. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est le leader qui doit le faire. Mais c'est M. Biya qui devait le faire. C'est pour ça l'importance. Vous voulez que qui doit susciter l'organisation, la modification de l'organisation? C'est le leader. Or, lui, il a cru qu'en concentrant tous les pouvoirs dans ses mains, n'est-ce pas, s'entraîner le développement, mais c'est tout faux. C'est tout faux. Parce qu'en fait, il ne crée que des freins. Il ne crée que des freins. Puisque chaque individu doit s'adresser à lui. Mais c'est d'ailleurs ce que, d'une certaine manière, quand j'écoute Dieudonné Nsumba parler, il dit à un moment donné, dans un débat, il dit, mais pour lui, il y a une telle polarisation du pouvoir à Yaoundé, que tout le monde regarde ici. Vous voyez, une telle polarisation que tout le monde regarde ici. Et qu'il faudrait, n'est-ce pas, désarticuler cette histoire. Donc, on dit la même chose, au fond, il faut changer l'architecture. Mais il utilise un terme, il dit que Biya a créé un monstre. Et il n'y a que lui-même pour maîtriser le monstre. Et je suis partiellement d'accord, parce que moi, il y a des moments où je me demande si lui-même peut maîtriser le monstre. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Parce que quand vous avez créé un panier à crabe, vous-même vous êtes dedans. Vous voulez sortir, il y a des gens qui vous arrêtent. Vous connaissez l'expression de panier à crabe? C'est que les paniers à crabe sont tels que quand aucun crabe ne peut sortir.
Parce qu'il sort comme l'autre attrape le pied, et ainsi de suite. Donc, à un moment, c'est cette confusion que j'observe dans l'affaire. Et c'est pour ça que je me dis, bon, de grâce, moi je vois les collaborateurs à tous les niveaux. C'est plus heureux que je plains. Mais si jamais Grégoire, je le rencontrais, me rassurait, dit que Christian, moi je vois très clair, mais je serais très heureux. Si je rencontre Jacques qui me dit que, mais non, Christian, toi tu ne vois pas. Mais généralement, moi je vois aussi. Mais si Jacques me dit que lui voit très clair le bout du tunnel, n'est-ce pas? Je vais lui demander, est-ce que c'est le tunnel d'entrée ou le tunnel de sortie? Tout à fait. Voilà. Président, parlons aussi de la question de la violation des libertés individuelles au Cameroun. Et même des conservatismes qui confèrent un caractère quelque peu archaïque et obscurantiste au Cameroun. Oui. Je voudrais, pour illustrer ma question, évoquer une actualité assez récente qui est survenue dans un lamido au Nord Cameroun, où un homme a été sévèrement puni par le lamido et a reçu 100 coups de fouet sur instruction de ce dernier. Comment le concevoir en plein 21e siècle? Mais nous n'avons fait que parler de ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'aimerais on va revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire quand c'est fondamentaux, quand les gens le comprendront, parce que nous avons parlé la dernière fois des forces de progrès, n'est-ce pas? Les forces de progrès qui étaient ouvertes à la science et à la technologie, qui étaient ouvertes à l'évolution de l'homme, n'est-ce pas? S'opposaient à qui? S'opposaient aux fanatiques. C'est-à-dire qu'aux forces qu'on appelait, on a dit, au conservatisme féodal et religieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans le conservatisme féodal et religieux, les institutions qui disent la vérité, the truth-telling institutions are no more science and technologies institutions. Because science and technology is about universities, about research, technological research, and so on and so forth. Those are the truth-telling institutions. But in the case of plural institutions, what we have there is about religious authorities, chiefdoms, and so on. Mais je rappelle que nous avons l'habitude de penser que nous avons les chefferies et ainsi de suite en propre. J'aimerais dire que non, c'est justement des institutions féodales qui sont contre la modernité, c'est-à-dire le besoin de la modernité. Et que tous les pays, tous les continents du monde ont eu ce genre d'institutions. L'Europe avait des rois, des ducs, des comtés, ainsi de suite, dans le même modèle féodal. Elles ont fait des révolutions, sont débarrassées de ces gens. La Chine avait les empereurs, ça avait tout le système mandarinal. Qu'est-ce que les Mao font dans la République chinoise? C'est de se débarrasser, n'est-ce pas, de l'empereur et du mandarinat. Qu'est-ce que les Indes font? C'est de se débarrasser des institutions féodales. Les institutions féodales, dans le cas de l'Inde, c'est quoi? C'est les Rajas, les Maharajas, ce que vous appelez Rajasthan, et ainsi de suite, se débarrasser de ça pour aller vers les institutions modernes. Donc, très souvent, quand les jeunes gens arrivent ici, ils me disent, président, mais quand même les chefferies, machin, croyants, j'ai dit non. Vous savez, ce n'est pas une propriété à nous. Et même quand j'étais au palais, je leur ai fait lire un passage de Jacques Attali, d'accord, qui décrivait l'Europe au XVe siècle. C'est un passage que vous m'avez fait lire et que j'ai retenu. Et je pense qu'il faut lire ce passage, Serge, pour nos auditeurs. Attali décrit au XVe siècle l'Europe. Et souvent au palais, je demandais aux gens quand ils ont fini de lire, je dis, vous avez écouté ça. Ce n'est pas l'Afrique que Attali est en train de décrire, c'est l'Europe. Oui, en fait, c'était dans son ouvrage intitulé 1492, paru aux éditions Fayard, où il décrit l'Europe qui ressemble étrangement à ce que nous vivons dans nos comtés aujourd'hui. Il dit, partout en Europe, le sorcier est à la fois vénéré et craint. On se répète avec effroi de sombres histoires de vieilles femmes capables de se transformer en chouettes ou venir sucer le sang des enfants, ou de sorciers mangeurs de cadavres. Le président se croirait en plein... Non, mais voilà. Continue, c'est pas l'Afrique, non? C'est pas l'Afrique, c'est Attali qui décrit l'Europe au XVe siècle. Et il disait, le pouvoir politique comme l'Église ne prise guère ces insaisissables rivaux qui rappellent le passé païen de l'Europe. Partout ils les pourchassent et les font condamner. C'est-à-dire le pouvoir religieux a comme rival les sorciers. Ainsi, par une bulle du 5 décembre 1484, le pape de l'époque, Innocent VIII, élu depuis moins de 3 mois, demande à 2 dominicains,
Jacob Sprenger et Heinrich Kremer, d'aller enquêter en Allemagne sur les sorciers avec tout pouvoir d'investigation, y compris à l'intérieur même des églises qu'on sait rebelles à l'autorité du Saint-Siège. C'est le pape qui est en train de demander à 2 dominicains, bon, vous allez continuer, c'est le pape qui est en train de demander à 2 dominicains d'aller enquêter sur la sorcellerie. Ce n'est pas en Allemagne, en Allemagne, ce n'est pas en Afrique, au XVe siècle. Le pape Innocent VIII, en 1493, si ma mémoire est bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Continuez le passage. Ce texte est révélateur de la crédulité des meilleurs esprits du temps. Des sorciers au moyen d'enchantements, de charmes, de conjurations et autres superstitions infâmes et de procédés de magie répréhensibles ont fait dépérir, suffoquer et mourir la progéniture des êtres humains, les petits des animaux, les récoltes de la terre, les sarments de la vigne et les fruits des arbres. Et non seulement la progéniture, mais aussi les hommes eux-mêmes, les femmes, les bêtes grosses ou petites, les autres animaux de toutes espèces, les vignes, les vergers, les champs, les pâtures, les céréales, les grains et les légumes. Ils empêchent les hommes de féconder les femmes et les femmes de concevoir et les époux d'accomplir leur légitime devoir conjugal. Mais c'est pas ce que vous entendez ici. Quelqu'un ne peut pas accoucher, il va voir le sorcier. Une femme ne peut pas accoucher, il va voir le sorcier. N'est-ce pas? Un homme ne peut pas voir le sorcier. C'est la même chose, non? Donc, on va voir le sorcier. Voilà. Donc, voici l'ouvrage, 1492. D'accord? D'Attali, Jacques Attali. C'est pas notre pays. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est une étape d'une société féodale. Nous sommes, c'est-à-dire, l'Europe est encore féodale. N'est pas sortie de la féodalité. Et l'exemple le plus intéressant, c'est quand vous savez qu'à ce moment-là, quand il y a la peste, n'est-ce pas, en Europe au XIVe siècle, c'est l'Église qui demande aux chrétiens d'aller s'agglutiner dans les églises là, n'est-ce pas, pour prier. C'est-à-dire qu'une solution contraire à ce qu'il faut faire, c'est-à-dire en fait d'aller provoquer la propagation, la contamination de tous les chrétiens, n'est-ce pas? Et l'Église, plus les gens meurent, plus les prêtres disent que en fait c'est la malédiction de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Vous voyez bien que 6 siècles après, la même Église, sous l'éclairage de la science, Truth Telling Institutions, c'était la science, n'est-ce pas, a compris que, en fait, on a évolué, on a compris comment se comporte le virus, et ainsi de suite. Et la même Église, maintenant, est en train de dire, ne vous agglutinez plus dans les églises, et ainsi de suite. Vous voyez cette société, mais cette société qui a le 14e siècle, 15e siècle, là, a des chefferies. C'est ça les rois, les ducs, les comtes. Elle est ignorante. Elle a des sorciers. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Elle vit dans cet environnement obscurantiste. Et avec plein de fanatiques. C'est pour ça que je vous disais l'autre jour que les fanatiques en politique, c'est comme les intégristes en religion. Vous comprenez? Tout à fait. Et ils sont réfractaires à l'évolution, au progrès, à la modernité, n'est-ce pas? Ils sont intolérants. Ils sont prêts à engager des croisades dès que vous avez des idées différentes, parce qu'ils croient qu'ils ont des vérités qui leur sont révélées, mais qu'ils ne peuvent jamais démontrer. Alors, il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que nous sommes dans cet état. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans une république. Ensuite, vous prononcez sur la démocratie, les droits humains fondamentaux. Et on apprend qu'un chef a fait bastonner un individu. Mais vous ne voyez pas la contradiction? Tout à fait. Mais moi, je trouve contradictoire. Vous continuez à faire vivre des forces féodales à côté des forces de progrès. Mais M. Biya qui construit un tel monde, en fait, il construit quelque chose. C'est-à-dire qu'il met une force. Lui-même, il veut être moderne. Il met une force avec un vecteur qui va dans cette direction. Et il maintient une autre force qui va dans l'autre direction. Qu'est-ce que ça va donner? Ça ne va pas bouger, l'engin. L'engin ne va pas bouger. Ils vont se neutraliser, les forces. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, président. Et j'espère que celui qui sera là après ne va pas maintenir ça parce que c'est dynamique. C'est automatique. C'est-à-dire, vous allez créer une sorte d'immobilisme. Ça n'a rien de partisan. Et il ne faut pas que celui qui vient après, s'il veut réussir
Il doit absolument rompre avec ça. Mais vous ne pouvez pas maintenir des forces féodales qui, par définition, sont des forces de perpétuation de la situation. Et qui sont des forces de perpétuation de la situation. C'est ça les forces féodales. Hein? C'est-à-dire, par définition, on veut perpétuer la situation. Les forces de progrès sont des forces dynamiques qui veulent progresser. Progresser dans l'évolution de la science et ainsi de suite, c'est infini. Vous comprenez? Donc, à partir de cette vision du monde, celui qui vient après ne peut pas, ne doit pas, s'il veut progresser, s'il veut accomplir le vœu de M. Biya, d'apporter la prospérité et la démocratie à son peuple, est obligé de lutter contre les forces féodales. Absolument. Parce que les forces féodales sont des forces de régression. Par définition, ce n'est pas moi qui le sais par définition. Vous voyez, c'est ça. Président, on ne peut pas aborder... Et dans la féodalité, excuse-moi, on dit la naissance est un destin. La meilleure formule, c'est-à-dire la naissance est un destin. Vous êtes né fils de forgeron, vous demeurez forgeron. Lui, il est né fils de chef, il sera votre chef. Vous comprenez? Tout à fait. Dans la féodalité, la naissance est un destin. Mais dans la République, la naissance n'est pas un destin. Votre père peut être agriculteur, vous pouvez devenir un grand scientifique, et ainsi de suite. C'est aussi simple que cela. Président, on ne peut pas aborder le thème de la faillite du régime sans aborder la question économique. En cours de semaine, la BAD a commis un document dans lequel elle s'inquiétait du surendettement du Cameroun. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Président? Mais bon, c'est pour ça que je dis que vous allez encore dire qu'on les dit, parce qu'on a tellement fait de choses ici. Vous vous souvenez de l'émission sur l'endettement du Cameroun, où je disais, je mettais ce point de vue, où je dis souvent, mais ni la BAD ni le FMI. J'ai d'ailleurs fait, il y a longtemps, dans CamerounLiberty.com, où je disais, mais ce n'est pas le FMI qui est la boussole, qui doit être la boussole de M. Biya. Ce sont ses compatriotes. Je pense qu'Emmanuel se souvient de cette émission, que ce n'est pas le FMI. Parce qu'ils avaient tendance à dire que oui, aller chercher les satisfecits de la SNI, du FMI. Les satisfecits du FMI. Oui, le FMI a dit que ça c'est ridicule. Mais c'est votre population qui doit être satisfaite. Qu'est-ce que le gars du FMI a à voir avec les gens qui sont en train de mourir de faim, qui sont en train de crever? Et il y a des moments où je demande pourquoi ils continuent à donner des crédits, n'est-ce pas? Dans un pays où c'est de la kleptocratie, qu'est-ce qui justifie les crédits qu'ils donnent? Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce sont des institutions qui vendent de l'argent. Comme quelqu'un d'autre vend des arachides ou vend du cacao, ils vendent de l'argent. Donc ils continueront à vendre leur argent. Mais si vous le plaignez, c'est votre problème. Parce que je vous ai expliqué que quand on est parti chercher l'argent, les 144 milliards de francs CFA, comme vous allez chercher à l'Assemblée nationale, je vous ai dit l'économie camerounaise, bien encadrée, peut produire au moins 80 à 100 fois cela en termes d'impôts. N'est-ce pas? En termes d'impôts. Parce qu'aujourd'hui, le rapport entre les revenus fiscaux, les recettes fiscales et le PIB est de l'ordre de 16, 17, 18%, 16 à 17%. Alors qu'en France, il dépasse 45%. Comprenez? Tout à fait. Ainsi, la même chose dans d'autres pays. Si vous voyez, vous avez des tas de gens, il y a de l'activité économique au Cameroun. C'est pour ça que j'appelle la TVA. La TVA est la principale source de revenus pour toutes les économies. Ce n'est pas le revenu, ce n'est pas l'impôt sur les sociétés, ce n'est pas la douane. Or, ici, chez nous, les principales sources de revenus, c'est la douane, ensuite c'est l'exportation du pétrole au niveau de la SNH, et ensuite une vingtaine de sociétés. Et on a l'impression que pour M. Biya, une fois qu'il a pris ses 500 milliards de francs CFA, qu'il a payé les salaires, qu'il a payé l'armée, qu'il a payé le pire, qu'il a vu de quoi il vit lui-même, n'est-ce pas, ça suffit. Ben, le reste, ça ne l'intéresse plus. Mais alors qu'il pourrait avoir au moins 4 fois cela. Je dis au moins. En créant une économie inclusive. C'est-à-dire qu'en créant des infrastructures, n'est-ce pas, pour soutenir les forces locales de production, pour soutenir l'énergie de tous ces jeunes qui sont des forces productives, pour valoriser les ressources locales, les ressources agricoles locales, pour créer des infrastructures pour que les gens produisent, pour créer des politiques économiques, des politiques de crédit, des politiques monétaires qui soient favorables à la production.
politique monétaire favorable à la production. Parce que vous faites, c'est-à-dire mettre du crédit à la disposition des Camerounais pour qu'ils puissent produire. Vous imaginez les États-Unis sans crédit? Ça ne fonctionnerait pas. Ils ne comprennent pas à quoi sert une politique monétaire, à quoi sert une politique de crédit. Si vous regardez, par exemple, l'indice, ce qu'on appelle la vélocité de l'argent, c'est-à-dire le PIB sur la masse monétaire, vous allez voir qu'il est de l'ordre de peut-être 6 au Cameroun, mais dans d'autres pays, il dépasse là 12. C'est-à-dire, ceux qui gardent, par exemple, l'argent, qui prennent l'argent, qui détournent l'argent, qui gardent ça à la maison, cette masse monétaire-là ne tourne pas. Ils gardent des milliards de CFA chez eux, hein, en billets. Cet argent ne tourne pas. Vous comprenez que si vous êtes dans nos économies où cet argent est en banque, cet argent tourne pour permettre que les gens obtiennent le crédit. Donc, vous avez une équation qui est très simple. C'est le PIB qui est égal à la masse monétaire multipliée par la vélocité. Donc, permettre que l'argent tourne. Pas que l'argent soit là. Ce sont des politiques économiques pour permettre que les gens accèdent au crédit. Vous avez une population jeune qui se débrouille. Vous avez des politiques de formation, des politiques de soutien et ainsi de suite. C'est de cela qu'il s'agit. Ce sont des sujets qui doivent nous préoccuper, qui doivent vraiment nous préoccuper. C'est ce que j'appelle des sujets prépartisans. Nous serions une société, il n'y a pas de société qui finance les infrastructures à partir de crédit. Non. Elle finance ces infrastructures à partir des ressources internes. Ressources internes, premièrement, au niveau des recettes fiscales. Ressources internes au niveau de l'ingénierie aussi. Ressources internes au niveau des entreprises. Quand vous avez des économies comme les nôtres, qui sont toujours habitués à penser que pour faire une route, il faut appeler quelqu'un à l'extérieur. Mais vous pouvez vous imaginer l'autoroute Douala-Yaoundé. Si elle devait être financée, on s'engage à être financée par les ressources fiscales locales. Elle est construite par des entreprises locales. Si des entreprises locales n'ont pas un certain type de compétences, mais vous appelez les individus. Vous appelez les Indiens ou les Chinois, mais ils sont vos employés. Vous n'appelez pas une entreprise chinoise, vous appelez les individus qui ont une certaine qualification, ils sont vos employés. Et vous avez des employés. Vous comprenez? Vous ne trouvez pas qu'on va développer plus vite notre pays comme ça, sans avoir besoin de ressources externes. Et en plus de ça, comme je vous dis, dans l'architecture institutionnelle, n'est-ce pas, fédéralisée là, vous allez trouver que pendant que le Nord est en train de se battre pour faire cela, le Sud, l'Est même, les gens vont dire que maintenant, mais vous vous appelez encore les Chinois ici. Au Nord là-bas, les gens sont en train de faire ça eux-mêmes. Vous allez au Nord-Ouest, ils vont vous dire que mais eux, ils utilisent même les pierres pour faire les routes parce que c'est la ressource qu'ils ont. Comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Dans le littoral, on utilisait les ressources locales. Et c'est comme ça que la recherche permettra de voir ce qu'on peut faire avec nos propres ressources environnementales. Mais vous construisez un pays comme ça qui dépend d'un individu qui lui-même s'est extrait, n'est-ce pas, des contraintes de sa fonction. Vous allez où? Je dis les plus malheureux là-dedans, ça peut être ses propres collaborateurs. Ça peut être ses propres collaborateurs. Et je suis très franc avec eux. Si chacun, dans son fort intérieur, doit comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire. Voilà. Président, je crois que nous arrivons au terme de notre entretien, mais je voudrais que nous terminions sur ce qui paraît être vital pour le Cameroun aujourd'hui. Et vous l'avez plusieurs fois répété lors de nos précédentes éditions du Talk, et vous l'avez encore dit aujourd'hui, sur le caractère transpartisan que devrait revêtir le combat politique pour adresser finalement des questions transpartisanes. Est-ce que vous pouvez nous donner un mot pour conclure sur quelque chose qui pourrait permettre aux Camerounais de se rassembler? Oui, c'est-à-dire que pour moi, ni les Boulous ni les Betty, n'est-ce pas, ne doivent porter les tares de M. Biya. Ce sont ses tares personnelles, ce ne sont pas les tares d'un clan. D'abord, pour commencer, comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Parce que ce que j'entends, les débats ici, les débats sont des débats claniques. Si là, M. Biya a eu ses tares, mais ce n'est pas les tares d'un clan. Ce n'est pas les tares des Boulous, ce n'est pas les tares de Betty. Ça n'a rien à voir. C'est des tares dues, je dis, à l'architecture institutionnelle d'un pays. Et lorsque nous allons être préoccupés par la résolution de nos problèmes, indépendamment de ces questions ethniques, ce d'autant qu'il y aura naturellement un brassage. Il se fait déjà, mais il va encore être beaucoup plus fort lorsque nous ferons les infrastructures. Un chemin de fer qui va jusqu'à l'extrême nord, qui va à l'ouest, qui va au nord-ouest, qui quadrille tout le pays.
Mais quand vous rencontrez une amie, copine, c'est par hasard. Tout ça, c'est le hasard. C'est le hasard. C'est le hasard. Quand vous regardez tout ça, comment votre père a rencontré votre mère, vous allez voir les lois du hasard là-dedans. C'était pas écrit. Hein? C'était pas écrit. C'était pas que Allah avait écrit ça, non. Donc, nous devons plus être préoccupés par la construction des infrastructures de notre pays pour créer des opportunités économiques pour les générations. Quelqu'un peut être né à Boya, se retrouver plutôt à créer sa vie à l'extrême nord. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Quelqu'un peut être né à Bafoussam et se retrouver plutôt à vivre à l'est ou ailleurs. Mais vous voyez dans ce système de conservatisme féodal, vous voyez quelqu'un qui part de l'ouest, qui s'enrichit à Douala ou en Balmayo ou à Eboloba. Mais lorsqu'il s'est enrichi à Douala, en Balmayo ou à Eboloba, son rêve c'est quoi? Dans un conservatisme féodal, d'aller acheter un titre de noblesse à l'ouest. Il a l'impression que c'est à travers ce titre de noblesse qu'il devient quelqu'un. Qu'il existe. Donc il est toujours enchaîné. Il est toujours enchaîné. Voilà quelqu'un qui est riche mais qui est enchaîné. La richesse ne laisse jamais, la richesse ne libère pas, c'est la tête qui libère. Il est toujours enchaîné parce qu'il croit que c'est... Je vous dis qu'il a fait sa richesse à Douala, en Balmayo, à Ebolova, machin. C'est là où il a fait ça. C'est là où il a fait son vécu. Mais il croit encore dans sa tête que pour être quelqu'un, il faut qu'il ait acheté les titres de noblesse dans son village et construire une grosse villa là-bas, sinon un château, avec pour comportement le mépris des populations dans ce village-là. Le piétinement des populations dans ce village. Parce que maintenant, il doit faire le famout. Maintenant, il doit faire le famout. Il a pris l'argent, il doit maintenant faire le famout au village. Voilà le comportement. Mais non, ça c'est un comportement féodal. Ça c'est un comportement féodal. Et c'est pour ça que vous voyez que dans ce comportement féodal, la féodalité, les gens n'avancent pas. Alors vous allez dans un village, vous trouvez un château comme ça, qui est en fait comme une pièce rapportée. Et naturellement, lorsque les enfants même que vous avez fait, il y en a un qui est plutôt dans le software engineering, il est en train de faire ça en Australie, l'autre est en train de faire ça, je ne sais pas moi, à New York, l'autre est en train de faire ça à Toronto, à Montréal et tout. Le château est là, après quelques années, vous voyez simplement les chèvres et les moutons qui habitent le château. Nous construisons ce pays pourquoi? Pour que tout le monde puisse créer des opportunités. Nous rencontrons des copines et ainsi de suite, mais ça va du hasard. Ce n'est pas écrit sur son visage, son ethnie. Et c'est ça qui va être la société. C'est ça qui va être la société demain. Nous devons donc être très attachés à créer une société en commençant par les infrastructures et à créer des institutions, j'insiste sur les institutions inclusives, pas des institutions qui concentrent les pouvoirs dans les mains d'un seul individu. Non, parce qu'à un moment donné, vous créez un panier à crabes, n'est-ce pas, un panier à crabes dont vous aurez beaucoup de mal à vous sortir vous-même. Et je crains que ce ne soit le cas du Cameroun. Si j'ai tort, que Ferdinand Gongo me le dise que j'ai tort, que Jacques me dise que j'ai tort, que Le Gouin me dise que j'ai tort, je serais très heureux d'avoir tort et d'avoir mal analysé. Voilà. Comme on le dit à G8, prenons notre destin en main, prenons les choses en main. Exactement. C'est ça la devise de l'Actagia. Prenons notre destin en main. Prenons notre destin en main, c'est d'abord cela. C'est-à-dire libérer les gens. Parce que seuls les êtres libres sont capables de développement. Et pour les libérer, il faut qu'on crée d'abord des opportunités économiques pour eux. Quand ils auront créé des opportunités économiques, quand ils pourront vivre eux-mêmes, ensuite, on va les libérer, continuer de les libérer mentalement aussi. Parce que vous savez, on est souvent enchaîné par des schémas mentaux. Par des schémas mentaux. Et puis, par le discours conservatiste villageois. Vous voyez ce que je dis, il vous enchaîne. Puisque c'est lui qui vous amène que quand vous avez un problème, qui est en fait un problème de médecine, vous allez voir le sorcier au village. La fille demande qu'elle va au village pour qu'on la lave. L'homme s'en va dépenser de l'argent là pour faire les gris-gris. L'argent qu'il aurait pu utiliser pour investir dans une affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Président. Merci pour votre dispensation du jour. Dear viewers, dear followers, nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain talk. Nous vous souhaitons à tous de passer un excellent week-end en espérant que vous seriez des nôtres la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
Et je suis très heureux également de soutenir une petite équipe locale qui est en train de faire des recherches un peu par rapport à la Covid, en disant qu'il faut trouver une solution absolument locale, qui vient de faire des publications dans le célèbre journal de Lancet. Voilà. Thank you so much, Mr. President. C'est un membre d'Agir qui a supervisé ce travail. Qui a décidé de prendre son destin en main. Qui a décidé de prendre son destin en main, M. Dr. Yap.